L'actu tech de ces derniers jours, de ces dernières heures, encore plus, avec nos deux invités ce soir pour en parler, un entrepreneur et un journaliste. Raphaël Grabli qui est resté de BFM Tech. Rebonsoir Raphaël. Bonsoir. Et Ty Chris, donc l'entrepreneur, membre du board de France Digital et fondateur de On-Off dans les télécoms. Ça tombe bien, on va beaucoup en parler. Merci. Grâce ou à cause de toi ce soir. Alors c'est pas les télécoms, mais remarque c'est pas loin. Les assistants vocaux, là, comment vous regardez ça, messieurs? Microsoft qui jette l'éponge. Il y a une bataille là, des assistants et des smart speakers aussi, les petites enceintes connectées. Il y a Google qui se détache, Alexa évidemment d'Amazon et toute la galaxie Echo, donc des petites enceintes. Apple qui est peut-être pas très loin. Siri, bon, pas top, mais quand même, on sent que l'iPod, c'est ça? Non, pas l'iPod, le HomePod. Le HomePod, merci. Raphaël, donc le HomePod, voilà, est parti, il est quand même de qualité. Et donc Microsoft qui dit, ok, bah, nous on est largués, on lâche. Oui, ils disent on est largué, ils vont se reporter sur les autres, c'est-à-dire ils vont dire bon bah maintenant on va laisser notre solution comme une skill. Alors une skill, c'est les applis en fait de ces assistants vocaux. C'est vrai que ça paraît pas étonnant qu'ils arrêtent. Le fait que ça marche en skill, je sais pas si ça va vraiment cartonner en skill. Après, ce qui est vrai, c'est que ça montre aussi que la techno ne fait pas forcément tout, parce que Microsoft avait rapidement investi pas mal là-dessus sur Cortana, qui était plutôt efficace, ça fonctionnait bien Cortana. Après, Microsoft n'était pas dans le mobile. On voit que les deux solutions qui s'imposent. Alors, il y a Alexa, qui est un cas particulier, qui a reposé, derrière il y a Amazon, mais qui a reposé aussi sur le carton d'un produit qu'on n'attendait pas forcément. Il y a 2 ans, l'Echo, quand ils l'ont lancé, ils s'attendaient pas à un carton comme ça. Donc Alexa, on va le mettre un petit peu à part. Mais sinon, les assistants vocaux, ils sont dans nos mobiles, et pour que ça marche, il faut qu'ils soient dans nos mobiles. Et Microsoft, qui vient d'ailleurs d'abandonner le support de Windows 10 mobile, donc qui jette complètement l'éponge dans le mobile. T'as raison de faire le lien, c'est la même semaine. Ouais. C'est la même semaine, et à mon avis c'est lié, parce que voilà, Google a Android, ses smartphones aussi, mais surtout Android. Apple a évidemment l'iPhone, et à part avoir ce produit un peu miracle qu'Amazon n'attendait pas forcément, pour Microsoft c'était compliqué. On sera avec le papy, plus que le papa, de Siri d'ailleurs, hein, Luc Julia, qui est aujourd'hui CTO de Samsung. Il sera avec nous la semaine prochaine, un lundi, je crois, lundi soir, à 21h. Ty Chris, comment tu regardes ça, toi? Moi, je suis quand même assez surpris. Moi, à la fois, je suis aussi vite, quoi. Ouais, après, je suis surpris, mais je suis à la fois pas surpris, parce que, alors, évidemment, Microsoft, c'est une boîte incroyable, parce qu'ils ont créé Windows, on peut pas quand même leur jeter la pierre, mais je vois vraiment que les dernières années, ils sont largués sur l'expérience utilisateur. Je sais pas, par exemple, Microsoft a racheté Skype. Est-ce que vous avez vu depuis 10 ans la moindre évolution sur Skype? Zéro. Le produit n'a pas évolué d'un iota depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui. Là encore, cette semaine, je suis en train d'essayer d'installer Office pour mes parents. Je dois passer des heures sur le site de Microsoft pour savoir comment rajouter un compte. C'est-à-dire que on est obligé d'avoir un compte Hotmail obligatoire. On peut pas créer avec un compte, etc. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont trop une grosse boîte, et ils ont perdu le mojo de l'expérience utilisateur fun. D'ailleurs, il y a quelque chose qui symbolise pas mal ça, justement, en parlant d'expérience utilisateur, c'est le rachat de Sunrise. C'était un calendrier, c'était il y a quelques années maintenant, il y a 3-4 ans. Très belle application. 3-4 ans, qui était un calendrier, mais exceptionnel. C'était des Français qui l'avaient fait. Deux jeunes Français qui sont dans la foulée du deal, annoncé ici, vendu pour plus de 200 millions. Hein. La boîte avait genre 18 mois. Ce calendrier, c'était le calendrier préféré. Non, mais il était incroyable. En termes d'expérience utilisateur, c'était un modèle, j'en ai jamais retrouvé pareil. Il s'est fait avaler, broyer dans le. Et on l'a jamais retrouvé, on l'a jamais vu. On l'a jamais retrouvé, voilà. Donc c'est vrai, comme disait je vous trouve dur quand même, messieurs, parce que juste ce soir, et ça fait plusieurs jours que ça dure, c'est quand même la première market cap au monde. Non mais on parle de leur faiblesse. Devant Google, on parle de leur faiblesse. Amazon. Si on parlait de leur force, on pourrait faire 4 heures sur leur force. C'est-à-dire qu'ils ont bien sûr qu'ils ont tellement une place dominante, évidemment, dans le monde entier, il y a beaucoup plus de Windows que de Mac, mais quand même, le fait de perdre le mojo sur l'expérience utilisateur, à long terme, ils vont de plus en plus être doublés, quoi, parce que, comme tu le dis, sur les applications, Les telcos, tu continues, tu as peut-être Taille avec nous. Orange, là, qui, depuis quelques jours, est sous la menace d'une lourde amende. Ouais. Alors, pas de la CNIL comme Google, 50 millions. De l'ARCEP. On ne parle pas de données personnelles, mais donc c'est l'ARCEP, effectivement, le gendarme des télécoms, qui leur dit vous partagez pas très bien, là, notamment sur c'est l'ancien cuivre pour la Exactement. La fibre. Exactement. Ça. Alors, c'est quelque chose d'assez commun. C'est vrai que tout de suite,
on le voit dans les médias et on se dit Orange va se prendre une amende gigantesque, etc. Mais finalement, déjà la régulation change un peu tout le temps et c'est difficile pour un opérateur d'être toujours au jour le jour en règle avec la régulation. Donc être mis en demeure pour un opérateur, ça arrive et on a toujours un délai pour résoudre le problème, et c'est que si au bout de ce délai, on peut même rallonger ce délai. Il faut vraiment de la bonne foi, c'est de la confiance avec le régulateur. Moi-même, quand j'ai créé ma solution, au tout début, ma solution n'était pas 100% dans la régulation, parce que je ne proposais pas la portabilité, et Bouygues non plus. Bouygues avait un service concurrent, donc le régulateur nous a mis tous les deux en demeure. Et donc on avait un vrai délai, aussi bien Bouygues que moi, si on ne fabriquait pas la portabilité à une certaine date, le service fermait. Heureusement, j'ai réussi à le fabriquer, donc mon service, il existe toujours, et Bouygues n'a pas réussi, ils ont dû fermer BDuo. On rappelle, toi, tu nous offres au début, et après on peut prendre des services payants aussi, un deuxième numéro en fait. Voilà, c'est tout simple, c'est une application donc, qui s'appelle On-Off, qui est téléchargeable sur l'Apple Store ou le Google Play, qui permet en un clic d'ajouter un deuxième numéro, pour un numéro pro, un numéro temporaire, un numéro pour les rencontres, voilà, un numéro pour vendre quelque chose sur le bon coin. Et On-Off, parce qu'effectivement, tu l'actives, tu les actives. Tu l'actives, tu les actives, exactement. Voilà. Et c'est dans l'appli. Tu peux être dérangé, clac, clac. Et on peut en avoir 3-4 en même temps, mais on peut même avoir des numéros étrangers. Pour les gens qui travaillent avec les US, ils peuvent en France avoir un vrai numéro américain et être joignable sans que ça au prix local. Voilà, pas d'appels internationaux et surtout les gens aux États-Unis, eux appellent au prix local américain puisqu'ils voient un numéro américain qui les appelle. Local aussi qui exactement. Avec des fonctionnalités très, très sympas d'ailleurs, qui n'existent pas sur nos iPhones classiques quoi. Ah, il y en a plein. Déjà, quand j'ai plus de batterie, puisque les numéros sont dans l'appli, je peux récupérer mes numéros sur n'importe quel téléphone. Je peux envoyer juste de se connecter à ton app. Voilà, et donc mes SMS, je suis en soirée, j'ai plus de batterie, je prends le téléphone d'un pote, je récupère mes SMS, mes répondeurs, etc. J'ai des répondeurs en multilangue. Je peux écrire les SMS et les envoyer dans le futur. Ça, c'est hyper pratique. Je rentre à minuit, j'écris tous les SMS pour le lendemain matin et je les envoie. Ils seront envoyés à 8h et moi, je peux dormir 1 heure de plus. Énorme. Voilà. On a la solution B2B. Donc là, on vient de la lancer là, début janvier. Donc un manager peut se connecter et créer. Par exemple, il y a 1000 salariés, il attribue par département des numéros en un clic, et en un clic, il déloge les numéros des téléphones des gens et les attribue à d'autres personnes. C'est vraiment la révolution. Allez tester, on-off. On reste dans les telcos, là. Free qui rachète Jaguar Networks pour 100 millions d'euros. Wow. Est-ce que vous étiez surpris, messieurs, que Free aille sur le B2B ? C'est pas. Alors ça fait pas la une. C'est pas la une du Parisien, mais quand même. Non, c'était attendu. Oui, c'est pas la Freebox, mais justement, c'est peut-être aussi pas une conséquence de la Freebox, parce que j'imagine que ce deal était dans les tuyaux depuis un petit moment. Mais on va dire que Free réalise que le grand public c'est bien, mais c'est pas ce qu'il y a de plus porteur. Que maintenant, il faut s'attaquer au B2B. Parce que c'est plus rentable. En tout cas, il y a plus de marge. Ouais. En tout cas, puisqu'il y a un acteur qui est Orange qui a quasiment 70% du marché, derrière il y a SFR, il y a Bouygues qui est un peu plus loin derrière même. Donc est-ce que Free veut pas refaire en B2B ce qu'il a fait il y a 10 ans ? En plus, du côté du régulateur, on met vachement... on encourage aussi ce mouvement-là. Innover, baisser les prix, prendre des parts de marché. Et ça, Free, ils savent faire. Hein, donc ça paraît vraiment pas illogique. Après, ce qui est vrai, c'est que c'est un boulot différent quand même. Hein. Il faut des commerciaux, il faut aller démarcher. C'est pas du tout le métier de Free. Donc Free va peut-être devoir embaucher ou va peut-être proposer une solution complètement dématérialisée. On sait pas trop ce qu'ils vont faire. C'est sûr que c'est vrai que c'est pas le métier de Free et ils vont devoir sûrement renforcer leur offre énormément. Mais à la fois, les marges dans le B2B n'ont rien à voir avec, en tout cas pas les marges, mais le prix du forfait. Quand on est une entreprise et on paye un prix du forfait, il est beaucoup plus élevé. C'est 2, 3, 4 fois plus élevé. Hein. Voilà, 2, 3, 4 fois plus élevé. Comme même dans la banque, comme partout en fait. Hein. Dès que tu es un pro, souvent quand même les prix sont pas les mêmes. Bien sûr, même dans le commerce. Le service, c'est pas toujours d'ailleurs 10 fois mieux, hein, mais bon. Même dans le commerce. Il y a moins de concurrence en fait. Il y a moins de concurrence, etc. Donc finalement, Free, j'imagine, ils vont essayer de réinventer un peu ce modèle, en tout cas sûrement en cassant les prix. Et pour parler de Jaguar Network, c'est en fait créé par Kevin Polizzi, qui est un ingénieur génial en télécom, et je l'ai rencontré et il fait même partie de mes actionnaires, de mes 130 petits actionnaires. Toi, tu les connais parce que nous on les connaissait pas, Jaguar Networks. Enfin, j'avoue que j'ai découvert ça. Oui, c'était pas. C'est vrai, mais bon, il y a Bouygues qui avait racheté Keio. Voilà, il y a Transatel. On connaissait parce qu'ils étaient cotés Keio, donc on avait même. Il faisait de la com aussi. Ils communiquaient. Transatel Télécom, qui est un petit opérateur qui existe depuis je sais pas de 20 ans, vient d'être acheté par NTN, qui est le gros opérateur japonais. Donc en fait,
on voit, et surtout tout ça pour le B2B, que tous les petits opérateurs sont en train maintenant d'être rachetés, le marché est en train de se renforcer pour attaquer le B2B, quoi. Bon, la Adopi, là, je change de sujet, la Adopi, mais ça reste quand même dans la communication et même quelque part les télécommunications, puisqu'on utilise nos téléphones, la fibre chez nous, la DSL à certains temps, pour, pourquoi pas aussi streamer et parfois pour pirater, pour piquer de la musique, des films. Raphaël, je me tourne vers toi là-dessus. La Adopi, elle nous a dit aujourd'hui, en fait, on n'y arrive plus, quoi. Enfin, ça marche plus. Oui, ils disent on est largué. Parce que le peer-to-peer, donc vraiment le téléchargement de pair à pair sur lequel c'était quand même basé la Adopi pour envoyer Napster, Emule, c'était il y a 20 ans. Ça c'était il y a 20 ans, il y a 15 ans. Bon, on va dire qu'encore, il y a 5 ans, ça représentait beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le téléchargement direct, même s'il y a beaucoup de sites qui ont été fermés, la Adopi n'a pas du tout, ne voit rien. Et puis, il y a l'arrivée de l'IPTV quand même, qui est un nouveau mode de piratage qui est utilisé de plus en plus massivement. Alors quand je dis massivement, aux États-Unis c'est 10% des foyers, mais enfin c'est quand même énorme. Donc l'IPTV, c'est un petit boîtier qu'on va acheter et puis qui va nous donner toutes les chaînes premium gratuitement ou alors avec un abonnement unique de 10 € ou 10 $ par mois, donc pas grand-chose. Et t'achètes ça où ? Sur tous les bons sites de e-commerce qui viennent de Chine, quoi. On trouve ça très très facilement. Ouais. Ça coûte quelques dizaines d'euros. Alors ça je ne veux pas faire tous les programmes. Je veux pas faire la promotion de ça parce qu'évidemment c'est. Je rappelle que c'est souvent illégal. Oui, et puis souvent lié à des mafias, etc. Mais enfin à l'arrivée, ça représente une part non négligeable. En France, je crois qu'on est à 5%. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien. Comme on avait des décodeurs. Comme on avait c'est le vieux décodeur Canal en fait piraté. Et ça c'est une forme de piratage qui est nouvelle. Alors que c'est marrant parce que c'est un piratage sur du flux. C'est-à-dire qu'on va regarder des chaînes de télé, on pirate des chaînes de télé comme il y a 20 ans. Mais notamment sur le sport, par exemple. Sur le sport, ça peut faire extrêmement mal. Bon, là, la Adopi, de toute façon, personne n'a jamais téléchargé de match de foot en peer-to-peer. Mais voilà, c'est vraiment cette évolution du piratage qui est protéiforme. Et bon, la Adopi est larguée, ça on le sait depuis maintenant quelques années. Donc la question c'était l'organe qui était censé effectivement nous envoyer d'abord un petit mail et in fine carrément même nous mettre une amende, voire nous couper carrément. Nous couper, ce qui a jamais été le cas puisqu'en plus je crois que ça avait été interdit, il me semble, de couper l'accès à Internet. C'est considéré comme un droit. Puis le piratage, la meilleure régulation du piratage, c'est la chronologie des médias qui vient d'être vue, sauf qu'elle vient d'être vue à mon avis, dans une version qui aurait été bien peut-être il y a encore 7-8 ans. C'est un peu tard. Mais tant qu'on n'a pas les films sur Netflix 6 mois après... En fait, le problème d'une façon globale, c'est-à-dire que les gouvernements ou quoi que ce soit se battent pas avec les mêmes armes que les pirates. Parce que les pirates, ce sont des petits génies de l'Internet qui sont finalement un coup en avance techniquement. Donc le temps que les institutions juste comprennent ce qu'ils sont en train de faire, les autres sont en train à chaque fois de trouver un train d'avance pour un truc technique. Donc finalement, le seul moyen d'arriver à bloquer ces pirates, c'est d'avoir une équipe de geeks du même niveau en face, parce que là, ils peuvent se parler en geek et ça va être au plus fort. C'est ce que tu as fait, toi, c'est-à-dire que chez toi, tu as notamment des ingénieurs en Europe de l'Est. Exactement. Tu as des bons hackers en interne qui évitent que des types puissent faire que on-off version premium, par exemple, soit gratuite. Évidemment, c'est-à-dire que quand j'avais lancé le service au tout début, on offrait le premier numéro par exemple gratuitement, on avait des Chinois toute la journée qui nous prenaient nos numéros gratuits, qui avaient mis des machines carrément pour en prendre 10 000 par jour et qui créaient des faux comptes WhatsApp et qui envoyaient de la pub aux gens sur WhatsApp. Donc c'était incroyable, nous on perdait de l'argent, etc. Énorme. Et donc c'est la course vraiment au plus intelligent. Et même la sécurité pour pas se faire hacker, le meilleur moyen de ne pas se faire hacker, d'avoir les meilleurs ingénieurs internes et de savoir bien les contrôler pour... Voilà, donc ça se joue là-dessus, quoi. Ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. La Adopi et le budget de recruter les meilleurs hackers. Oui, mais à la fois le gouvernement, il faut qu'il sache qu'est-ce qu'il veut faire. Je veux dire, si on peut pas dire qu'on veut combattre si on ne met pas les moyens. Tu parlais de la Chine, tu as écrit Honor là qui vise désormais la 3e place du marché français sur le segment des smartphones, et Honor qui présentait cette semaine, enfin hier je crois, mardi, un nouveau téléphone. Ils n'ont pas encore de boutique sur les champs comme Apple ou comme Xiaomi d'ailleurs, le chinois, mais ça y est, ils y croient. C'est vraiment la réponse entre Honor et Xiaomi qui sont vraiment les deux marques qui luttent pour apporter leur smartphone
haut de gamme mais à des prix cassés en France. Xiaomi qui a ouvert vendredi sa première boutique sur les Champs-Élysées. Et donc Honor qui présente alors ça s'appelle le View 20, qui est en fait un smartphone qui ressemble en fait au smartphone de 2019, mais les futurs smartphones de 2019. Il a un petit peu d'avance, notamment avec un écran, ce qu'on appelle, alors on peut dire écran troué, percé, on ne sait pas trop comment dire, parce qu'en fait c'est un écran sur lequel il y a simplement une petite ouverture pour laisser l'appareil photo. Mais on n'a plus cette encoche qu'on a vu, qu'on voit chez Apple et chez beaucoup de concurrents. Et surtout, c'est à ça que devrait ressembler le prochain Samsung, le Galaxy S10. Donc là-dessus, Honor a un petit peu d'avance en termes de facteur de forme. D'après les premiers tests, en plus, le smartphone est filiale de Huawei, quand même, il faut le rappeler. Alors, c'est une filiale de Huawei. Intéressant. Donc, forcément basé sur les usines de Huawei et les composants de Huawei. On retrouve le dernier processeur de Huawei qu'on retrouve sur le Mate 20 Pro qui coûte le double, parce que celui-là, il est vendu 550 €. L'autre, il est vendu à peu près 1000 €. Donc, on retrouve les lignes de production, les mêmes composants. On perd forcément un petit peu sur la qualité d'affichage, on n'a pas le même écran, en même temps faut justifier la différence de prix. Donc très agressif Honor sur ce début d'année. T'as écrit d'un mot, Huawei seul contre tous là Non, mais bon, c'est vrai qu'ils sont très très forts. Je veux dire, de toute façon, tous les Apple, ils fabriquent en Chine. Donc, on va voir s'ils vont arriver à tenir cette évolution. Mais après, je reste quand même un fervent défenseur d'Apple parce que j'adore la navigation d'Apple. Donc, c'est difficile pour moi, même si je vois ce que fait Samsung, ce que fait tous ces fabricants chinois, ce qui est incroyable. Mais quand on est habitué à une marque et à sa navigation, c'est difficile quand même de partir. À mon avis, c'est dangereux surtout pour Samsung. Oui, pour Samsung, ouais, c'est clair. Merci messieurs pour ce débrief tech en un quart d'heure. On est revenu sur les 4-5 grands thèmes du moment. Tech Chris On-Off est membre du board de France Digital depuis quelques semaines, c'est tout frais. Et Raphaël Grabli, BFM Tech, qu'on va retrouver dans 10 minutes pour d'autres thèmes tech. À tout de suite.